De toutes les vallées du Tessin, le Val Verzasca est certainement, à mon sens, une des plus jolies vallées. Elle est aussi très médiatisée, elle est très connue. Elle a des eaux translucides. C'est un cours d'eau qui serpente à travers des paysages de roches, de falaises, qui peut être rapide par endroits, mais qui se calme aussi à certains endroits où l'on débouche sur de grands vasques d'eau calme. D'eau calme dans lesquelles d'ailleurs on peut plonger. Non loin du Val Verzasca se situe une autre vallée, le Val Maggia. Elle est moins connue, moins sauvage aussi que le Val Verzasca, mais en tout cas la rivière qui y coule n'est pas moins intéressante. C'est sur internet, en découvrant les photos prises par Mirko Zani de la source de la Maggia, que nous avons eu envie d'aller plonger à cet endroit. Nous avons donc décidé de remonter la vallée de la Maggia en direction de sa source, le lac Naret, à 2310 mètres d'altitude. Cette année, nous partons un peu plus tard, c'est le 30 juin, et nous espérons pouvoir atteindre ce lac, mais trouver encore de la glace, contrairement à certaines années où elle avait déjà fondu. Voilà, je reconnais, c'est la dernière courbe. L'année dernière, c'est l'endroit où on a été planté. Je suis impatient, mon regard dévore le paysage et il y a de la neige, mais je crois qu'on va pouvoir passer. Cette année, nous sommes à 4 pour cette expédition. Laurent, caméraman, Christophe, caméraman, Thierry, photographe, qui m'accompagne pour reconnaître le parcours. Ça nous semble relativement proche, mais au fur et à mesure que nous progressons, nous déchantons. La pente est très raide et nous nous essoufflons rapidement, avec l'espoir malgré tout, puisque à pied on passe toujours, et ça y est, nous débouchons sur le lac. La plongée démarre dès notre arrivée, puisque c'est la première fois que nous allons pouvoir réaliser cette plongée sous glace. C'est une plongée très particulière. Nous sommes à 2400 mètres, l'eau doit être très froide, et c'est avec une petite angoisse que nous nous immergeons. Le choc est terrible, l'eau fait 0 degré. Nous devons en plus composer avec la sécurité. En effet, pour profiter de cette superbe lumière et aller sous la glace, il nous faut nous aventurer prudemment. Pour cela, nous utilisons une corde de sécurité de couleur rouge, mais qui ne doit absolument pas apparaître sur les images. C'est pourquoi je pars de mon côté avec Thierry pour faire des photos, pendant que les deux caméramans longent la glace sous le bord pour profiter de cette lumière exceptionnelle. À la difficulté du tournage sous-marin s'ajoute la difficulté de la plongée, puisque nous sommes sous glace. Il me faut, en tant que modèle, à la fois essayer de me positionner de la meilleure façon pour la photo ou pour la vidéo, mais aussi avoir toujours un regard sur les plongeurs. Effectivement, le caméraman, pendant qu'il filme, va être absorbé par son image, de même que le photographe, et il me faut de temps en temps les rappeler à l'ordre, m'assurer qu'ils ne s'éloignent pas, qu'ils ne se mettent pas en danger. Par ailleurs, je dois gérer cette immense corde qui fait plus de 100 mètres, qui nous ramène toujours vers la sécurité, mais qui ne doit à aucun prix apparaître sur les images, ce qui les gâcherait inévitablement. La caractéristique de ce site exceptionnel, qui explique notre entêtement, c'est que ce massif granitique situé à 2400 mètres ne possède pas de glacier. La glace sous laquelle nous plongeons, elle aussi, est tout à fait particulière. Située au pied d'un massif montagneux, il y a de fréquentes avalanches qui brisent la surface et qui donnent cet effet de chaos au milieu duquel les failles sont des rayons de lumière sous lesquels nous nous promenons, qui sont semblables à ces raies de lumière qui passent dans les vitraux des cathédrales et qui donnent toute la majesté à ce spectacle dans lequel nous nous sentons si petits.
Thierry me sort brusquement de ma contemplation parce que c'est maintenant le moment d'entrer en scène. Le but des photos sous glace, c'est de capter la lumière à travers les glaçons. C'est de faire de la photo en contre-plongée, c'est de mettre en valeur le modèle également. Donc on s'immerge et on ne va pas sous la glace, ou pas trop. On reste au bord et on essaye de capter les rayons du soleil à travers les glaçons. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de soleil, donc ça a posé des soucis. Mais j'ai quand même réussi à faire des images qui étaient assez sympas. Des images qui font un peu penser à la Lune, avec un astronaute. Pour ce type d'image, j'utilise un objectif super grand angle. Ce sont des objectifs qui font 180 degrés de diagonale. Donc c'est un 10,5 donc ce qui me permet d'avoir des ambiances très très larges et de m'approcher aussi très près du sujet. Avec cet objectif, compte tenu des conditions de prise de vue qu'on avait et le fait qu'on n'avait pas forcément des gros glaçons, j'ai choisi de traiter aussi des images en mi-air, mi-eau. Donc c'est des images un petit peu particulières puisque avec la réfraction, la mise au point en fait n'est pas la même sous l'eau que sur terre, donc il faut avoir en fait il faut un petit peu tricher de manière à ce que les images soient nettes en dehors et en dessous de l'eau, et on arrive à avoir des choses qui sont assez spectaculaires avec les montagnes derrière et le plongeur sous l'eau, sous la glace, donc ça peut donner des choses assez originales. Transi de froid, nous finissons notre plongée le long de ces immenses amas de neige issus des avalanches qui donnent une ambiance fantomatique et nous font croire que nous sommes sous la banquise. Après la plongée, nous retrouverons les eaux plus chaudes de la rivière, plus bas dans la vallée. En temps normal, la descente à la rivière est déjà relativement délicate. Le terrain peut être glissant, il peut y avoir des petits éboulis de rochers, on emprunte des échelles de fer pour descendre. Cet accès est encore beaucoup plus difficile pour les plongeurs, bouteilles sur le dos et matériel de prise de vue à la main. Mais quelle récompense une fois arrivé en bas. Une eau cristalline, des paysages magnifiques, voire magiques, qu'on découvre que dans ce type de cours d'eau. Pourtant, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une rivière de montagne avec ses courants. Il est donc quelquefois nécessaire de tendre une corde de sécurité afin de ne pas être emporté dans les rapides. Dès le départ, la vasque dans laquelle nous plongeons s'élargit et le courant devient moins fort. Et c'est là que nous pouvons profiter pleinement de cette ambiance minérale. Il est incroyable de voir tout le travail d'érosion réalisé par l'eau tout au long de ces années. Des blocs de rochers entièrement retravaillés, en paysages particuliers, en paysages magiques, voire même des veines de roches qui partent pratiquement du fond de la rivière et qui remontent jusqu'à la surface. Au sommet de la vasque, on peut déboucher sur une cascade. Et même si on ne la voit pas, sous l'eau, on entend largement son grondement. Mais là aussi, attention, toutes les cascades ne sont pas plongeables, et même si elles le sont, un minimum de prudence et surtout d'expérience est nécessaire. Quand on rentre franchement dans le courant, on peut se faire happer, emporter par celui-ci et être baladé comme dans un tambour de machine à laver en plein essorage. On ne reconnaît plus le haut, on ne reconnaît plus le bas, on est dans plein de bulles jusqu'au moment où on se fait éjecter
dans le bas de la cascade, dans une eau de nouveau clair, et où on retrouve ses esprits et son orientation. Une autre vasque est fermée par un véritable mur de plus de 10 mètres de haut. Au sommet de ce mur, une cascade aérienne de pratiquement 5 mètres tombe en flux concentré. Là, la prise de vue devient vraiment sportive car il est difficile de se stabiliser tellement nous sommes ballottés d'un côté comme de l'autre. Le plus étonnant, c'est que ce flux n'est pas forcément régulier, et voire même parfois de véritables trompes d'eau nous tombent sur la tête. Là, c'est vraiment sensation garantie. Vu de l'extérieur, quand on voit les plongeurs s'engager sous cette chute d'eau, c'est encore plus impressionnant. Et bien qu'ayant plongé au même endroit le matin, on ne peut pas s'empêcher de trouver le temps long jusqu'à ce qu'il réapparaisse à nouveau. Emportés par le courant, nous arrivons finalement dans des eaux beaucoup plus calmes. Et là, nous profitons bien pour mettre en valeur tous ces paysages, tous ces jeux de lumière, tous ces veinages et toutes ces formes, tous ces blocs de rochers façonnés par l'érosion depuis des années. Par moments, la rivière s'est frayé son passage, non pas à travers plusieurs blocs, mais à travers un seul bloc de rocher. Ce qui fait que le fond et le bord droit, le bord gauche ne font qu'un. Et cette roche, ce grand monolithe rocheux, a été complètement traversé par la rivière. À cet endroit, la plongée repose uniquement sur les jeux de lumière, la couleur changeante des rochers et des nombreux veinages qui les parcourent. En règle générale, la profondeur des vasques varie entre 7 et 10 mètres. Certaines peuvent cependant être beaucoup plus profondes, comme celle-ci qui tombe à la verticale pour atteindre 18 mètres. Du coup, l'ambiance devient beaucoup plus sombre et le soleil n'arrive forcément pas à éclairer la totalité de la vasque. Cette vasque est tellement grande que le courant y est pratiquement imperceptible. Nous prenons donc tout notre temps pour profiter de cette plongée tranquille et des différents jeux de lumière.
Une plongée dans ces vallées vous marque forcément plus que d'autres plongées. De par le site si particulier dans le Verzasca, dans la Maggia, de par l'effort nécessaire pour arriver sur le site, pendant la plongée, après la plongée, mais aussi à travers tous ces bons moments partagés avec ses amis. Là, on a rarement autant fait les couillons qu'aujourd'hui. Là. Et comme dans toute bonne histoire gauloise, c'est autour d'une bonne table que se termine cette aventure. Et qui dit Tessin, dit pizza. Là, on a rarement autant fait les couillons qu'aujourd'hui. Là.